La partie de phonétique aujourd'hui sera très rapide. On a seulement une fiche à voir parce que les changements phonétiques au cours du XVIIe siècle ne sont pas très nombreux ni très importants, mais on laissera en tout cas quelques autres définitions importantes pour la prochaine séance. Donc, essayons de voir quels sont les phénomènes qui nous intéressent le plus au XVIIe siècle. Il faut déjà retenir une chose que j'ai déjà anticipée dans la partie d'histoire externe, c'est-à-dire que les vicissitudes et la crise qui concerne la dernière partie du XVIe siècle, le début du XVIIe, comporte, comme on l'a dit, une sorte de régression orthographique qui amènera à une nouvelle réforme au milieu du XVIIe siècle. Donc, c'est une réforme qui est opérée surtout dans le milieu de l'imprimerie. Aujourd'hui, on se consacrera donc plutôt à la première partie et dans les fiches de la semaine prochaine, on verra cette nouvelle réforme. On essaiera de saisir les traits de cette nouvelle réforme. Or, qu'est-ce qu'on peut dire de la langue dans la première moitié du XVIIe siècle? On peut dire par exemple que la prononciation de la cour, mais ça on l'a déjà vu en partie au XVIe siècle, la prononciation est pour ouais s'impose pour les imparfaits et les conditionnels. Donc, désormais, on assume une prononciation moderne pour les imparfaits et les conditionnels. Mais dans la langue écrite, la graphie reste toujours la graphie traditionnelle, c'est-à-dire la graphie avec euh, OIT qui devait donc se prononcer ouais en principe. Il n'y a pas de correspondance entre la graphie et la prononciation qui s'approche de plus en plus à la prononciation moderne. On peut, puisqu'on a parlé du mouvement précieux et de l'influence de ces salons littéraires dans certaines questions linguistiques, je voulais vous montrer aussi quelques influences du point de vue phonétique. Ce sont des effets de mode, finalement, des modes typiques de ces salons littéraires mais qui finissent pour s'imposer, pas tous évidemment, mais certains de ces phénomènes de mode finissent par s'imposer dans la langue française officielle, entre guillemets, et notamment une certaine tendance à utiliser les timbres fermés, c'est-à-dire à fermer certaines voyelles, même là où, en principe, elles devraient être prononcées de manière ouverte. C'est le cas, alors j'ai pris deux exemples qui ont été conservés dans la langue moderne, c'est le cas par exemple de demoiselle et de guérir. Dans les deux cas, finalement, euh, la première voyelle, celle que vous voyez mise en évidence en gras, devait être plus ouverte. L'étymologie aurait imposé une prononciation damoiselle et une prononciation garir, mais c'est grâce à la mode qui s'impose dans ces salons de prononcer avec la bouche un peu plus fermée, c'est toujours une question d'élégance si vous voulez, que certaines prononciations fermées s'imposent aussi dans la langue moderne. On peut aussi constater dans ce début, dans cette première moitié du XVIIe siècle, une stabilisation du système des voyelles nasales. On avait déjà vu que la prononciation de certaines voyelles nasales avait tendance à se confondre. Donc, plusieurs voyelles nasales différentes se voyaient prononcées plus ou moins de la même manière. Cette attitude s'accomplit au cours du XVIIe siècle pour arriver au système de quatre voyelles nasales qu'on connaît encore dans le français standard. En Suisse, c'est un peu différent, on essaiera de voir ça, mais dans le français parisien, dans le français de France, en principe, on a ce système de quatre voyelles nasales résumé par la phrase un bon pain blanc. Dans les détails, si vous voulez, la voyelle nasale de 1 qui devait être prononcée avec un E, justement avec cette nasalisation forte, est neutralisée et assimilée au E nasal. D'où le fait que 1 commence à se prononcer de la même manière, identique que dans.
donc on prononce en dans. De l'autre côté, il y a une autre assimilation, celle du i nasal, avec la prononciation de la diphtongue AI nasalisée, d'où le fait que finalement, dans la langue orale, dans la prononciation orale, le mot pain, P-I-N, comme vous voyez au début, est prononcé de manière à peu près identique que le mot pain, P-A-I-N. Donc, on a, comme vous voyez, des assimilations qui provoquent la réduction du nombre de voyelles nasalisées qui se stabilisent dans un système de 4 voyelles. Finalement, un autre phénomène qu'on peut remarquer, un phénomène progressif, mais qu'on peut remarquer dans ce XVIIe siècle est l'élimination progressive des consonnes étymologiques non prononcées. Vous vous souvenez que c'était un phénomène qui avait commencé avec le moyen français, cette introduction de consonnes qui étaient des consonnes présentes dans la graphie latine, mais qui en fait n'étaient plus prononcées. Déjà, à la fin du XVIe siècle, nous avons vu qu'il y avait eu une sorte de réaction inverse, pour laquelle on essayait d'éliminer quelques-unes de ces consonnes inutiles, entre guillemets. Or, ce procédé continue au courant du XVIIe siècle, donc il y a une élimination progressive de certaines consonnes étymologiques non prononcées, ainsi que du E en hiatus. Je vous montrerai des exemples dans la lecture des textes. Là, c'était un autre phénomène, l'affaiblissement d'une voyelle en hiatus qui se transformait en E, et ce E s'est affaibli encore plus de manière progressive dans le temps jusqu'à disparaître. Donc finalement, certains hiatus qui existaient encore au XVIe siècle seront éliminés au courant du XVIIe siècle. Je vous en donnerai des exemples dans la lecture des textes. Et finalement, et c'est le dernier phénomène qu'on va commenter aujourd'hui, c'est au cours du XVIIe siècle que le H germanique, qui encore pendant le VIe siècle avait une prononciation aspirée assez forte, pendant le XVIIe siècle, le H germanique perd complètement son aspiration et devient muet, c'est-à-dire que du point de vue de la prononciation, ne peut plus se distinguer du H latin. Comme on a déjà dit, je crois, l'aspiration du H germanique laisse tout de même des traces dans la prononciation du français moderne parce qu'il est à la base de l'absence de liaison. Donc, lorsque il y a un mot qui commence par H germanique, en principe, on ne pratique pas la liaison parce que ce H anciennement était aspiré. Finalement, on peut dire que ce dernier phénomène, la perte d'inspiration du H germanique, est le seul véritable phénomène phonétique typique de cette époque du XVIIe siècle. Et c'est tout pour la fiche phonétique d'aujourd'hui. Nous avons une seule fiche lexicale pour aujourd'hui, mais avec quelques informations importantes et intéressantes qu'on va tout de suite voir. Donc, nous avons tout d'abord une liste, pour vous donner quelques exemples, parce qu'évidemment, on ne peut pas analyser la question de manière approfondie, mais vous avez là quelques exemples de mots et d'expressions qui sont considérés populaires et qui sont donc condamnés par Malherbe. On verra bien ça quand on fera l'analyse des textes, mais je vous voulais en tout cas donner quelques exemples de mots que Malherbe écarte parce qu'il les considère populaires et donc pas dignes de la pureté de la langue qu'il souhaite. Je ne fais pas de commentaires, je vous laisse regarder. J'ajoute juste que, par exemple, parmi les expressions condamnées par Malherbe, il y a aussi l'emploi de l'adjectif possessif avec apostrophe. Donc, mamour, mamie, donc le féminin des adjectifs possessifs est aussi condamné par Malherbe. C'est en effet, on constate qu'en français moderne, aujourd'hui, on utilise le masculin quand il y a un contact vocalique, quand il y aurait un contact vocalique
entre le A de l'adjectif possessif et le début du mot suivant. Ensuite, nous pouvons constater le progrès du langage scientifique dans le cours du XVIIe siècle. Donc, il y a toute une série de nouveaux mots cultivés, évidemment, donc des mots qui sont créés à partir d'une base latine, qui sont introduits dans la langue scientifique du XVIIe siècle, notamment, par exemple, gravitation, divergent, vibration, dynamique. Il est intéressant de remarquer le rapport du français avec d'autres langues. On a constaté, et on a parlé de ça lorsqu'on a évoqué le lexique du XVIe siècle, que le français avait été très sensible à l'influence de l'italien. Le XVIe siècle, le grand siècle de la langue italienne, et donc ce n'est pas étonnant si le français assume quelques mots d'origine italienne à l'intérieur de son lexique. La même chose se passe au XVIIe siècle par rapport à l'espagnol. Mais il y a tout de même une observation intéressante à faire, c'est-à-dire que au XVIIe siècle, désormais, comme je vous disais, le français monte en puissance et devient à la fin du siècle une langue extrêmement importante dans le cadre européen. Et donc il y a une rivalité avec les autres langues, ce qui implique, compte tenu aussi de l'attitude puriste qu'on voit s'affirmer au courant du XVIIe siècle, une tentative d'éliminer tous les emprunts étrangers de la langue française. Mais tout de même, l'importance et le prestige qu'une langue étrangère assume dans une certaine période, et notamment l'espagnol pour le XVIIe siècle, comporte de toute façon l'entrée d'un certain nombre de mots d'origine espagnole à l'intérieur de la langue française, et cela malgré la tentative d'épuration linguistique. Il n'y en a pas beaucoup, mais tout de même, le niveau et l'observation, disons, de ces mots d'origine espagnole empruntés par le français nous témoignent de toute manière de l'importance acquise par la langue espagnole à cette époque. Je voudrais vous montrer maintenant quelle est l'influence du mouvement précieux du point de vue lexical. Alors, on a déjà vu quelques influences du point de vue phonétique, mais c'est le lexique, le domaine dans lequel le mouvement précieux apporte plus de nouveautés. Par exemple, on remarque dans les salons précieux, pour ainsi dire, un foisonnement, une multiplication des adverbes en ment, certains desquels restent dans la langue française. Alors, je ne vous ai pas mis forcément ceux qui sont restés le plus longtemps, mais je voulais vous donner une idée de la formation de nouveaux adverbes, en ment à l'époque des salons précieux, des formes telles que furieusement, vulgairement, terriblement, qu'on verra aussi lorsqu'on fera l'analyse des textes. D'un autre côté, on remarque chez le mouvement précieux une certaine préférence pour les adjectifs substantivés, notamment certaines formes comme le nécessaire, l'ardent, le tendre, cette tendance donc, si vous voulez, à l'abstraction, c'est-à-dire on prend des adjectifs et on les transforme en substantifs, moyennant l'ajout d'un article. Certaines de ces formes, pas beaucoup, mais un certain nombre de ces formes sont restées comme possibilité aussi dans la langue moderne. Et finalement, le dernier élément intéressant de l'apport du point de vue lexical du mouvement précieux est constitué par certaines expressions. Encore une fois, ce sont des détours pour donner un peu plus d'élégance à certaines formes, à certaines façons de dire. Donc l'expression faire des avances, par exemple, est une expression typique introduite par le mouvement précieux, ainsi que l'autre expression en penchant. Ce sont des expressions, vous voyez,
que traduisent par des images, par des métaphores, même quelque chose qu'on aurait pu dire avec d'autres mots. Et c'est cette tendance qui est typique du mouvement précieux et sur laquelle on crée pas mal d'expressions, certaines desquelles resteront dans la langue française. Alors, il me reste à vous donner encore deux, trois dernières indications d'un point de vue lexical. Là, plutôt que le lexique, c'est quelque chose qui concerne la syntaxe et les verbes. On avait déjà parlé du fait que dans la langue écrite, les écrivains étaient libres de mélanger plusieurs temps narratifs différents à l'intérieur de la même phrase. Or, cette tendance est condamnée au XVIIe siècle, notamment par Vaugelas. On n'a pas encore parlé de la personnalité de Vaugelas, on en parlera la semaine prochaine, mais je voulais déjà vous anticiper le fait que l'attitude puriste et normative typique du XVIIe siècle conduit, par exemple, à la fixation d'une règle pour les temps narratifs, et donc l'alternance de différents temps narratifs dans la même phrase est définitivement condamnée. On remarque que le dernier à s'en servir dans ses écrits est Corneille, qui ensuite se corrigera, donc éliminera cette tendance qui a été désormais condamnée par les grammairiens et les puristes du XVIIe siècle. Une dernière question qui n'est pas tellement lexicale, mais encore une fois plutôt syntaxique et morphologique, mais c'est tout de même intéressant de remarquer quelques phénomènes de ce point de vue. Donc, la dernière chose que je dois vous dire est le fait que l'expression du sujet pronominal anaphorique, c'est-à-dire la répétition du pronom sujet à chaque reprise de phrase, devient obligatoire. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on verra mieux avec des exemples concrets dans l'analyse des textes, qui est en fait la dernière partie de la séance d'aujourd'hui qui nous reste à voir.